sexuelle. L'université, donc qui est de se défaire des prescriptions contingentes, et en l'occurrence ici mercantiles, et se consacrer pleinement aux corpus qui sont dignes d'être retenus, transmis aux générations suivantes, patrimonialisés d'une façon ou d'une autre, et bien sûr en tentant d'expliquer pourquoi, ce qui va être notre travail de ce jour. Je prends un exemple frappant, mais que je considère comme tout à fait fraternel. C'est le premier colloque organisé sur Philippe Garrel, qui était donc un ami, un auteur cher au cœur de Raymonde, qui a été aussi tardif que non universitaire, puisqu'il a été organisé par des critiques de cinéma et non pas du tout par des professeurs. Donc c'était par Fergus Daly à Dublin en 2001. Il était intitulé Garrel éternel, et m'a dit Fergus, ils étaient 12, comme les apôtres. Donc la cause de Raymond et Régis, d'une certaine façon, elle est plus ardue encore, puisque bien sûr Garrel, dès ses débuts, a été soutenu par les cahiers du cinéma, par Henri Langlois à la Cinémathèque qui montrait tous ses films, par la critique, par les festivals aussi, alors que l'œuvre de Raymond Carrasco et Régis Ebro, elle s'est élaborée dans sa nécessité propre, c'est-à-dire dans une indépendance sereine, qui est tout le contraire d'une autarcie, mais donc en s'exposant volontiers à qui souhaitait la voir, mais entièrement, je dirais, concentré sur sa fabrique, sur sa propre genèse, et pas vraiment sur sa diffusion, ce qui est tellement loin des modèles aujourd'hui en vigueur, où même les auteurs les plus admirables et estimables conçoivent souvent leurs films en fonction des calendriers de sélection au festival. Donc évidemment, ce statut d'autonome, dans tous les sens de ce terme, nous rend cette œuvre plus chère, plus précieuse encore, je dirais, tant son existence même, indépendamment de ses contenus et de ses enjeux dont il va être question aujourd'hui, constitue, je dirais, non pas du tout un contre-modèle, mais le modèle même de ce que devrait être le cinéma s'il n'était pas par ailleurs une industrie. Voilà. Corinne, je te donne la parole. Bonjour, donc merci d'être là. Merci à Nicole et Régis d'avoir initié ce beau travail. Alors moi, c'est un peu particulier parce que moi j'ai une histoire de loin avec Raymond, puisque je suis une ancienne étudiante de Raymonde. Et c'est vrai que la présenter, c'est un peu forcément faire un portrait parcellaire, mais c'est quand même rappeler l'existence chez Raymond Carrasco d'un triple riche d'expériences que sont créer, écrire et parler. Raymond Carrasco, c'est aussi un professeur de cinéma, et pour moi, je ne dirais pas un professeur de cinéma comme les autres. C'était un professeur qui faisait des films, qui avait une relation extrêmement nécessaire à l'écriture. C'était quelqu'un qui écrivait au quotidien. Et dans ses cours, il y avait toujours cette idée de semer un désir d'écriture et de création. Donc ces cours, elle les conduisait aussi comme une forme rituelle. C'était des cours qui duraient 4 heures, donc qui étaient un peu des cours performance. Il y a la voix aussi de Raymond qu'on va entendre dans les films, et cette voix en tant que professeur, c'est une voix dont la sonorité n'était pas du tout écrasante. Pour moi, c'était une voix murmure, dont le souffle porte loin, ou plutôt qui souffle loin. C'était une parole précise, directe, éminemment visuelle. Et dans ces cours, il y avait évidemment un lien. Elle tissait des dialogues avec la philosophie, tout en sortant de la philosophie. Elle rejoignait le cinéma, en faisant des détours passerelles par la littérature et la peinture. Il y avait évidemment cette nécessité de faire vivre la pensée comme un puzzle paysage. Parler, donc, pour Raymond Carrasco, c'était créer une marche du désir, c'était dessiner un territoire où dialogue Deleuze, Blanchot, Godard, Duras, Dreyer, Artaud, René. Alors moi, je suis émue aujourd'hui parce que je ne suis pas trop pour les hommages, parce que j'ai toujours pensé que les hommages étaient un peu poussiéreux et figés. Mais pour moi, je me souviens d'une dissertation en philosophie où elle nous avait demandé de disserter sur la mémoire et l'oubli chez Alain René.
Donc cette journée d'études, c'est vraiment l'idée de faire battre la mémoire de quelqu'un pour qui j'ai une grande estime et qui m'a surtout transmis le désir d'écriture, le désir d'analyse et un désir de cinéma que j'ai conservé depuis 20 ans. Voilà, merci d'être là. Donc je voudrais poser quelques éléments très simples, très factuels pour savoir voilà, de quoi nous parlons exactement aujourd'hui. Donc concrètement, en termes de corpus, qu'est-ce que c'est cette œuvre de Raymond Carrasco, Régis Ebro? Et donc je voudrais d'emblée préciser que nous n'en sommes pas encore au temps du catalogue raisonné, c'est-à-dire ce moment où chaque item peut être recensé et que l'œuvre apparaît dans une totalité, fermée, close, tranquillement terminée. Comme le disait très bien Régis dimanche lors de sa masterclass, je le cite, « La maison est pleine de manuscrits », ce dont on ne peut que se réjouir. Donc à ce jour, l'œuvre publique compte 6 types d'items. En premier lieu, donc des livres. Je cite Hors cadre Eisenstein en 1979, qui est issu de la thèse de Raymond, dont la plus grande partie n'est pas publiée, donc il nous reste à découvrir. Le portrait ovale en 1996, et bientôt les carnets de voyage en pays par Mara, qui paraîtront en 2014, sous un titre voilà, qui reste à déterminer. En tout cas, ce devrait être aux éditions François Bourin. Un deuxième type d'item, c'est une plaquette, très jolie plaquette, qui a très peu d'exemplaires, intitulée Contribution à une théorie du cinéma, donc publiée par l'Université de Toulouse, le Mirail, en 1973, et qui reproduit les activités de recherche du groupe 101 au cours de l'année 72, et on y trouve des interventions très précieuses, notamment bien sûr de Raymond, mais également de André Téchiné, qui venait de terminer son premier film, et de Marcel Allume. Donc, comme Régis à nouveau le disait, nous n'avons que le volume 1. On annonce supposément une suite de ces recherches, mais je dirais que les autres volumes sont les films que vous avez réalisés, bien sûr. Le troisième type d'items dans ce corpus, ce sont les très nombreux articles publiés et dispersés, je dirais aujourd'hui, dans des revues portant sur la littérature, la philosophie, le cinéma. Certains noms absolument clés viennent d'être cités par Corinne. Il y a aussi évidemment Pasolini, Joey Bousquet, dont elle nous parlera, et d'autres. Le quatrième item qui nous réunit aujourd'hui au réel, au cinéma du réel au festival, c'est une série de films donc réalisés ensemble, donc les essais expérimentaux comme Gradiva Esquisse 1, une fiction dont pour l'instant il a été très peu question, Rupture, en 1989 avec Mireille Perrier et Bulocher, donc emprunté notamment à Paulina Samba, donc le film d'André Téchiné. Une grande fresque de poèmes documentaires, donc la série Tarumara, réalisée entre 1979 et 2003, enfin 78 pour le tournage, 79 pour la réalisation, et aussi la série Julien, donc 1980-83, donc qui compte 3 titres, Julien, portrait d'un voyant, Julien, donc version téléfilm, et Les Rayons jaunes, donc d'après le livre de Julien. Il y a cinquièmement, et cela justifie plus que pleinement la double appellation de ce colloque, la double nomination de ce colloque, une série de films réalisés par Régis seul, donc d'après les archives qu'il retrouve au fur et à mesure de ses investigations, donc ce qui nous vaut par exemple le bonheur de voir Divisadero 77 ou bien le portrait d'Ernesto Palma, donc des images conçues ensemble, mais dont l'achèvement, si je puis dire, est porté jusqu'à nous par Régis. Et puis il y a aussi toute une série de portraits, de chants, de poèmes pour Raymond, voilà, dont moi-même je ne sais pas tout de l'identification, enfin je ne sais pas exactement où Régis en est de cette part-là de sa création, mais j'espère qu'un jour il voudra bien nous la montrer tout entière. Et puis donc, sixièmement, il y a cette maison pleine de manuscrits, et donc j'y pense beaucoup évidemment aujourd'hui, notamment les cours
de Raymond. J'imagine qu'il y a beaucoup de notes de cours, il y a des documents de tournage, mais il y a aussi des photographies prises par Régis, des milliers de photographies dont moi-même et j'imagine d'autres ne connaissons qu'un tout petit nombre. Et sur ce seul échantillon, on peut voir qu'il y a là un auteur, il y a un grand photographe, un immense photographe, Régis, dont le travail n'est pas encore identifié comme tel, et j'appelle à la publication de l'album de ces photographies, qui concernent aussi bien la vie de famille, Raymond, que évidemment le hors-champ des tournages. Donc, de ce point de vue, nous en sommes tous au seuil de la découverte d'un corpus et d'une œuvre. Cependant, dans cette limite, on peut tout de même apercevoir au moins quelques enjeux. Et dans ces enjeux, ces contenus, ces propositions, son éthique et sa fabrique même, il me semble que l'œuvre de Raymond et de Régis constitue un accomplissement majeur. Et que la découvrir, c'est aussi découvrir pourquoi importent des activités désormais aussi ordinaires que l'écriture et l'enregistrement, donc qu'ils soient sonores ou visuels, parce qu'elles greffent directement ces activités sur le travail de la pensée. Et je dirais de cette pensée qu'elle témoigne d'une énergie principalement transcendantale, c'est-à-dire remontant instinctivement à ses propres déterminations. Donc quelles sont ces déterminations? Eh bien, l'appréhension du monde et d'autrui, le rapport ou les rapports entre les mots et les phénomènes, et pour ce qui concerne en propre le cinéma, les rapports, par exemple, entre mobile et immobile, entre le voir et un réel irréductible à ses apparences, entre enregistrer et comprendre. Le contexte dans lequel travaille Raymond, c'est, je dirais, la seconde génération structuraliste. Donc ce moment où, après Ferdinand de Saussure, l'ensemble des disciplines des sciences humaines se sont refondées à la lumière du structuralisme, donc que ce soit l'histoire, la philosophie, la sociologie, les études littéraires, donc, qui deviennent quasiment sémiologiques de manière univoque, et en dernier lieu, le cinéma, donc que ce soit pour ce qui concerne les films ou la théorie. Et donc la pensée, le travail de Raymond Carrasco vient de cette nappe spéculative qui a été, je dirais, doublement organisée par le grand formalisme russe des années 20, puis par le structuralisme. Cette nappe que vont réinvestir les penseurs dont elle suit les séminaires, donc Roland Barthes, Gilles Deleuze, autrement dit une pensée dont le mouvement fondamental est de remonter à des déterminations pour s'en dégager et pour dégager la structure des phénomènes. Ce mouvement spéculatif, tel que du moins je le comprends, c'est la naturalité de la pensée de Raymond. C'est son air, son limon, et peut-être certainement aussi son limen. Donc, ce travail qu'elle accomplit en film et en écriture filmique, en écriture littéraire, il est concomitant de celui de Deleuze, de Guattari, de Lyotard, transformer la méthode structurelle en force critique. C'est-à-dire non plus seulement décrire, expliquer, structurer, mais reconfigurer, penser autrement les phénomènes, au sens où ceux-ci ont été quadrillés par des disciplines anté-structurelles. C'est-à-dire que les disciplines sont d'une certaine façon, ou les corpus, les objets des disciplines, sont des vestiges. Et donc à cet égard, il me semble que l'œuvre de Raymond, la pensée de Raymond, accomplit et souvent simultanément deux types de gestes, des gestes d'affranchissement et des gestes de franchissement. Alors parmi les gestes d'affranchissement, il y a bien sûr le saut de la théorie à la pratique. Évidemment, j'emprunte le terme de saut à Raymond elle-même. Donc c'est la puissance, par exemple, et en premier lieu de la gradiva, donc ce modèle théorique, une investigation sur le suspens entre mobile et immobile, entre le relief et le plat, entre le corps et la perception, entre la littérature et la psychanalyse, entre rêve et construction analytique. Bref, ce modèle théorique va devoir et va pouvoir devenir un protocole d'appréhension du réel. Il y a là évidemment une initiative spéculative très très forte. Et ici, bien que là il n'y ait absolument aucune connexion existentielle,
Je dirais que ce choix électif de placer le travail d'une vie sous l'égide d'un motif donc élu, d'un motif privilégié, donc celui de la PAD de Gradiva, ne peut pas ne pas résonner avec la même entreprise conduite par Maria Clonaris et Katrina Tomadaki, donc qui, elles, ont placé leur œuvre aussi sous l'égide d'un motif particulier, donc cet ange hermaphrodite qui traverse tout leur travail. Et la comparaison donc, entre ces deux entreprises, à la fois visuelles, théoriques, de remonter au mythe, bien entendu passe par de nombreuses différences, mais reste devant nous, et je pense serait extrêmement éclairante quant à l'invention formelle du XXe siècle. Le deuxième geste d'affranchissement, c'est un affranchissement d'ordre disciplinaire. Donc c'est la formule de Récident, les premiers descriptifs anthropologiques des Tarahumara, et du coup, on s'aperçoit par contre-champ ce que la série filmique de Raymond Derrigis ne traite pas, par exemple les rituels de naissance, les institutions de justice, l'enterrement, et on comprend à quel point tout est centré sur le corps, la danse, le chant, le mythe, la parole, l'imaginaire, le sueño. Autrement dit, ce qu'on voit par contraste entre cette démarche, disons, d'ordre scientifique ou d'ordre disciplinaire et cette démarche d'ordre poétique, au sens le plus fort de ce terme, c'est que Raymond et Régis se sont attachés à faire plutôt une ethnographie des puissances psychiques, des puissances de la pensée. Donc sur un axe qui articule de manière systématique l'agir et l'imaginer. Ce qui nous mène donc dans un deuxième temps au geste de franchissement. Et ici je voudrais, pour ne pas déborder, juste évoquer le terme qui me semble ici majeur et crucial, par lequel Raymond nous a aidés à entrer dans ce travail, c'est celui de fantastique. Donc Artaud parlait au masculin, donc il parlait de le fantastique, donc tel que par exemple Jean Rouch lit à nouveau et le cite dans Toutouguri. Raymond, elle, tout de suite a parlé de la fantastique des philosophes. Dans ce passage au féminin, je saisis pour l'instant un passage à la mobilité, à l'agir donc. Donc que faut-il entendre par fantastique ? Raymond nous l'indique, c'est une théorie matérialiste de l'imagination, donc qui privilégie les mouvements de rupture, d'effraction, de sortie, donc en assonance bien sûr avec le terme d'extase travaillé par Eisenstein et par Raymond à sa suite. Donc tous ces mouvements hors économie, hors esthétique, hors sujet, hors cinéma, qu'elle décline tout au long de sa thèse, de sorte que la fantastique apparaît comme un travail de repérage sur les multiples normes qui bordent une discipline, et particulièrement le cinéma. Et donc, une fois ce travail d'identification des limites accompli, ou en tout cas esquissé, eh bien, évidemment, travail de repérage sur les moyens de s'en défaire pour rendre chaque discipline ou chaque travail spéculatif à son génie propre. Donc, pour ce qui concerne le cinéma, par exemple, aux propriétés spécifiques d'une pensée visuelle en mouvement. Et puis, dans un sens plus large, au-delà de la thèse, eh bien, la fantastique, c'est celle de la création filmique et littéraire, donc le mouvement par lequel les phénomènes se sont libérés de leur détermination pour rejoindre ce dont ils se sont séparés, comme leur double inconnu et magique, un double qui intègre évidemment le dissemblable. Donc par exemple, mouvement physique qui consiste à inventer et d'aller chercher une Gradiva en pays Tarahumara, mouvement formel et très politique par lequel une créature humaine met 25 ans à entrer dans le champ d'une image. Donc c'est pour moi un des très grands enjeux de la fresque Tarahumara, c'est de nous montrer comment un cinéaste, une cinéaste commence à observer de très loin, de manière extrêmement analytique, un phénomène, une réalité, donc ici la marche, le mouvement, et comment, à force de respect, à force de travail, à force d'élucidation, à force d'amitié, on peut s'autoriser, 25 ans plus tard, à entrer dans le champ de celui qu'on filme
Et donc c'est 2003, c'est cet événement de cinéma que l'apparition dans le même plan d'un chaman et de Raymond pouvant dialoguer ensemble. Et puis, bien sûr, c'est troisièmement aussi un mouvement existentiel et politique. C'est ce phénomène qui reste encore très largement à informer d'une petite fille de résistants républicains espagnols qui décide que les Tarahumara, eux-mêmes résistants, et résistants aux Espagnols, qui les ont fui, résistants au christianisme, et intégrant l'antagonisme, comment ce peuple, c'est son peuple, et qu'elle leur appartient pleinement. Donc, l'ensemble de ces mouvements, que je ne fais qu'esquisser, il y en aurait beaucoup d'autres aussi, pour moi, pour ce qui concerne le cinéma, ce serait d'inventer un documentaire visionnaire. Termes qui paraissent oxymoriques, et qui pourtant me semble être le propre de l'invention de Raymond et Régis. Alors qu'est-ce que ce serait un documentaire visionnaire? Eh bien ce serait alimenter un travail d'investigation extrêmement documenté, en puisant aux sources même du réel, avec une dimension donc, qui permet de dégager tout ce qui dans le réel est non apparent, ne se livre pas d'emblée à l'enregistrement, et qui va passer dans la structure, mais dans la structure des films. Et je pense que sur ce point, l'intervention de Régis, à qui je vais donner la parole, va être particulièrement éclairante. Je voudrais cependant terminer par une citation de Raymond. J'aurais voulu vous la montrer sur l'écran, mais pour des raisons techniques, ça n'a pas été possible. C'est le franchissement, peut-être ultime, c'est le franchissement de toute pensée de l'individuation. Ce qui rattache évidemment le travail de Raymond à cette tradition ouverte notamment par Rimbaud, mais qui nous mène à Blanchot, Michaud et tant d'autres. Donc c'est lors de cette table ronde en 2004, que vous pouvez aller lire sur le site de la revue Débordement, si vous ne la connaissez pas déjà, qu'on trouve cette déclaration filmée à l'époque par Lionel Soucaz de Raymond, expliquant qu'elle filme donc le peuple et ses rites, le peuple Tarahumara et ses rites depuis 20 ans. Je la cite: « Dans la patience du travail, certains Tarahumara m'ont donné leur amitié. Or, un don exige un contre-don, c'est-à-dire un don plus grand. Pour un cinéaste, celui qui fait le contre-don est le public, les gens. Il y a toujours des gens partout, il y a toujours des gens, c'est presque un titre de chanson. On rencontre l'autre dans le désir de l'autre et on s'aperçoit à la fin qu'il est le même. Lui et moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de singularité, seulement des flux d'intensité. Intensité plus qu'énergie, parce que l'énergie est seulement physique. Quand vous filmez, celui que vous filmez vous donne d'abord l'immensité de la différence, l'irréductible différence, et vous avez à lui apporter quelque chose. C'est une nécessité, c'est un échange, et pour moi, c'est ça la politique. C'est la cité, c'est d'appartenir à une communauté qui n'est pas un petit clan. La générosité de la création, de la vie, nous dépasse complètement en tant qu'individus, disons, déterminables. Ce n'est même pas de l'individualité. Donc c'est à cette création à présent que Régis va nous initier un peu plus. Merci. J'intègre à présent mon rôle de présidente libertaire, mais qui va être impitoyable sur les délais, sauf pour Régis, qui est le seul qui a le droit de s'affranchir du temps. Donc Régis Ebro, cinéaste, va nous exposer une communication qu'il a intitulée « Réaliser un film Tarahumara, ce cinéma, c'est moi, c'est ma vie », d'Raymond Carrasco. Peut-être un mot sur le titre. Nous avions décidé dès le début que les films étaient de Raymond Carrasco. Nous les avons fabriqués à deux. Nous nous sommes posé parfois la question de qui fait quoi, qu'est-ce qu'on dit. Et parfois nous étions gênés quand il fallait décrire le film, apparaître
festival, dans la longueur des génériques qu'il faut remplir. Vous avez le monde de Carrasco, de Grégoire, mais quelque chose de fondamental, nous avons toujours signé les films Raymond Carrasco et je continue à le faire. Je veux dire que de ce point de vue-là, rien n'a changé. On va reprendre les choses où nous les avions laissées dimanche, il y a 2 minutes. Donc, je vais vous amener à la Sierre et à Nararachik. Et je vais essentiellement parler du tournage et des enregistrements. Depuis la lecture de Lumolz, nous savons que le rite du peyote chez les Tarahumara ne survit qu'à Nararachik. C'était vrai en 1898. On nous l'a confirmé à Norogachik. Vous avez peut-être vu Erasmo Palm chanter, jouer le chant de la Rache. Nous ne sommes pas allés au bout de l'ailleurs, au bout du monde. Antonin Artaud a connu ce même désir, cette même nécessité, a parcouru à l'automne 36 le chemin que Raymond emprunte en décembre 1994 à cheval, au mépris de tous les dangers. Pour Raymond rémémorer un peu ces choses, voilà quelques trucs que vous avez vu l'autre jour. Ça, c'est Nararachik en 94 20 ans. Voilà. Notre camp de base à Nararachik, c'est Albert. On a tout un dortoir de l'école indigéniste de Nararachik. Raymond est assise sur les marches de l'Albert. Elle écrit. Des fois, des jeunes, qui richètent. Alors, qu'est-ce qui va changer à Nararachik? D'abord, la distance. Nararachik, voilà. Et puis, vous avez Tekochi. Tekochi, c'est 2 heures de marche. Et Tekochi, c'est chez le dernier chaman. Ça veut dire, c'est important, parce que chaque fois que vous allez voir le chaman, il faut faire 2 heures de marche et 2 heures de retour. Le voilà le chaman. Là, il est chez lui. Voilà. Que se passe-t-il? Surtout, non pas dans la première partie, vous avez vu les films, Siguri 96, Siguri, et vous verrez Siguri 98, vous avez vu peut-être hier Siguri 99. Ça, ce sont les 3 premiers voyages. Et quand nous allons voir le chaman, nous faisons les 2 heures, nous revenons. Puis, après une pause de 2 ans, en 99, nous revenons à Nararachik et quelque chose se produit, c'est que l'amitié a joué et qu'il nous invite chez lui. Non seulement à le voir, mais à dormir, à rester dans ces petites maisonnettes. Et l'habitat Tarahumara, ce sont des petites maisons. Et il nous prêtera tour à tour celle de son fils. Et là, à la fin, nous dormirons dans sa maison à côté. C'est-à-dire les pièces sont comme ça. Ça, c'est très important et du point de vue de la proximité. Et puis, quelque chose que j'ai appelé libération de la parole. Ça veut dire que il va se mettre à parler et pas lui tout seul. Que c'est un phénomène qui initie lui. Ça veut dire qu'en 2000, il nous amène, on ne lui a pas demandé. Il dit demain, nous allons à tel endroit. Et puis 2 jours plus tard, nous allons à tel endroit. Et donc, voilà, Raymond et Severico, ça c'est le pierre que vous voyez au premier plan, c'est son fils Simon qui construit une nouvelle petite maison. Dans le bas, c'est chez Severico. Et vous voyez à la fois cette distance
et cette proximité. Ça, c'est la distance tarahumara, ça veut dire qu'il n'y a pas de familiarité. Il y a de l'affection, elle ne se manifeste pas. Et donc, nous allons aller avec lui, il va nous amener sur 7 lieux. Et chaque fois, ils vont se mettre pareil. Nicole a dit tout à l'heure que Raymond, elle s'est aperçue un jour que Raymond n'apparaissait dans les films, dans l'image, que dans la fêlure du temps. Qu'avant, on ne le voyait pas, on l'entend. Par exemple, dans Siguri 99, on entend très bien, on sent sa proximité, elle part avec le chaman, mais on ne la voit pas. Il y a une petite exception dont Raymond était fâché, c'est dans l'ouverture de Los Pascoleros, le plan d'ensemble où les Pascoleros dansent. Raymond est dans la file des caméras observateurs et elle fait un petit moment, elle se cache un peu. Elle était vraiment désolée, elle pensait gâcher le plan par sa présence. À Nararachi, je ne lui ai pas demandé la permission de la filmer. Je l'ai filmée parce qu'elle faisait partie de ce que j'avais à filmer. Elle n'a jamais protesté. Alors que précédemment, elle n'est pas contente. La voilà qui écrit. Alors ça, c'est quand on vit chez le chaman. C'est l'acte d'écrire. Et voilà un des premiers dialogues qui s'appelle Près du fragment de la réponse d'enfance. Ils sont en train de parler, je les filme quelquefois. Alors, pourquoi je les filme quelquefois? Parce que l'enregistrement dure des heures, 1 heure. Et qu'avec une caméra au lieu, il n'est pas question, 3 minutes de film, il n'est pas question de filmer le continuum, ça n'a pas de sens. Nous sommes toujours dans le cinéma. Donc, le magnétophone va tourner en continu, enregistrer la parole, et pendant ce temps, je filme, parfois les deux qui parlent, et parfois, peut-être c'est un signe vers trop régulier. Hier, dans Siguri 99, il dit, il nous a fait compter là-dessus pendant un moment, il dit Gloria, mon ancêtre en chamanisme, c'était mon abuelo, mon abuelito, pas mon abuelo, mon abuelito. Abuelito, si vous ne le comprenez pas, vous faites un faux sens. Un jour, on démêle les choses, c'était ton grand-père, mais non, c'est pas mon grand-père. Mon grand-père, c'était Marianne. Il vivait dans cette grotte. Donc, lui, il ne faisait pas de Siguri, il faisait du Bacchanal peut-être, il guérissait un peu, mais pas par le Siguri. Ça, c'est encore le dialogue dans la cueva de Marianne. Ça, c'est le 3e dialogue, c'est le cercle d'une despedida qui a eu lieu. Et Severico, là, les deux, il va lui dire et lui raconter la despedida, le Siguri de la despedida qui a eu lieu. C'était avec celle-là, la cousine là-bas. Et ça, c'est le 4e dialogue. C'est la cueva des Apaches. Vous avez vu des plans contre-jour, vous avez vu s'asseoir dans la cueva des Apaches. Et c'est donc un très grand dialogue. Ici, les voilà. Ça, c'est la cueva de Gloria. Severico était désolé parce qu'il n'était pas amené. Et quand on veut rentrer dans la cueva de Gloria, c'est plein de crottes de chair, de trucs, c'est impossible, donc il s'assoit devant. Et qu'est-ce que je filme là? Bien sûr, brièvement, mais encore pour revenir du côté de Strop, il se passe quelque chose de fabuleux, c'est que le champ devant la grotte est en train d'être labouré par deux bœufs.
terrible. Et donc, ça veut dire que Gloria, qui vivait là, possédait ce champ, et qu'on est en train de le labourer. Et ce qu'il faut capter, c'est quelques plans, bien sûr, de Raymond et de Federico. Mais ce qu'il faut capter, c'est le labour. C'est la chance de filmer le labour. Bien sûr, les cochons. Ça, c'est le cercle de Simon. C'est là où a eu lieu précédemment. Simon, c'est le fils, un des fils, c'est celui qui construit, c'est celui qu'on a vu, si vous avez fait attention, dans Sigouri 99, à un moment, il déguise donc, c'est ça. Et elle cherche des mots, il cherche toujours, les deux cherchent toujours des mots. Comment on peut dire en espagnol la pensée? Et puis, elle a laissé des mots, le souffle de la vie, qu'est-ce que c'est ces quatre vies? Quand on est à l'avant-dernière, on dit ici en plus sauvage. Donc, et quand sur le 3 et le 4, quand elle lui pose la question, elle n'aura pas de réponse. Il dit c'est la pensée Tarahumara, c'est un axiome. Tout ce qui concerne les hommes, c'est 3, tout ce qui concerne les femmes, c'est 4. Ça va jusqu'à combien de tours on fait au Tuguri quand on sort, quand on rentre, les femmes font 4, les hommes 3, tout est comme ça, et il n'a pas d'explication à donner là-dessus. Et quelque chose de ce produit-là, Raymond, lui, questionne, se dit, et tout à coup, il répond absolument pas à Raymond. Et, mais c'est une phrase à l'autre, il s'en va dans un de ses voies, et il dit, parfois, on voit une femme dans le ciel, il dit qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a deux, et qu'elles attendent à la porte du ciel. Et qu'est-ce qu'elles attendent? Qu'on fasse la despedida pour elles. Et cet insert, il arrive là, dans une conversation qui ne parle pas du tout, apparemment, ne parle pas du tout de ça. Voilà. Ensuite, donc je vais passer maintenant, ça c'est ce que j'ai dit, les conditions d'enregistrement. Conditions de tournage, ce qui importe. C'est-à-dire, pas le paysage, la terre. Pas le paysage, si, les grottes. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut filmer quand on ne filme pas Federico et les conditions, les lieux aussi. Il faut vous dire qu'à ce moment-là, on a le temps. Donc, quand on ne filme pas ce type de dialogue, on va se mettre à filmer le paysage. Filmer le paysage avec une caméra 16, c'est pas terrible. On s'y est essayé, on a raté. J'ai essayé, j'ai raté, on lit quelque part que pour filmer le paysage, il vaut mieux ce que Frisland dit à Godard, par des caméras comme ça, faites pour filmer les serpents, il vaut mieux avoir une caméra un peu large. Et le 16, c'est pas terrible. Et pourtant, là, on va s'y obstiner. C'est-à-dire, on va filmer les paysages. Quand est-ce qu'on va les filmer? Mais à l'heure des paysages. L'heure des paysages, c'est le coucher du soleil. Et c'est sur les plateaux. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donner ce qu'on voit sur les plateaux. Et Raymond m'écrit, ça va mal, moi, que c'est là-bas que nous sommes, sur les plateaux. Donc, c'est important, sur les plateaux, on y monte
en une petite demi-heure de Nagarhachi, et puis on voit la circularité du monde. C'est tout test, il n'y a rien qui gêne. On se met apparemment au centre du plateau, on règle la caméra, qu'elle soit pas un trépied léger, pas bien, et on s'exerce à des panneaux 360 degrés. C'est pas facile, parce qu'il faut régler pour attraper l'horizon. Quand on fait le panneau à 360 degrés, il n'est plus question de regarder dans le béton. Donc il faut faire un essai, savoir que la caméra est bien calée pour qu'en tournant, elle prenne tout l'horizon. Puis j'attache un bâton à la caméra, et il faut que Raymond n'apparaisse pas évidemment, donc on tourne, et on tourne évidemment à 90 images secondes. Donc c'est ça depuis le week-end. Si on veut adoucir un panneau, il faut le tourner à grande vitesse, c'est-à-dire en fait ralentir l'image, et du chaos apparaîtront moins. C'est une leçon, donc ce qu'on fait, on lance la caméra et on tourne en espérant qu'on aura tourné, qu'on ne sera pas à la fin de la pellicule, on en rate quelques-uns bien sûr. Non, ça on filme ça. Autre chose qu'on filme, c'est les rides de l'eau. Ça, c'est un petit conflit avec Raymond et moi, parce qu'elle a remarqué que la ride à une certaine heure de l'après-midi, on voit le vent fait bouger la surface de l'eau et fait des rides. Et on me dit, on va filmer des rides. C'est elle qui dit, non. On va filmer des rides, on y va l'après-midi, on filme. Et on me dit, le lendemain, on va filmer des rides. On va filmer des rides. On va y casser toutes les bobines qu'on a. Je crois qu'après, dans le montage, je crois qu'il y a un plan de rides qu'on n'a pas utilisé. Parce que quand vous voulez ensuite rendre compte, faire entendre la parole et le dialogue qui parle du voir chamanique, comme on a réussi à filmer le voir chamanique, qu'est-ce que vous voulez donner comme image qui est un peu quelque chose qui rime un peu avec la pensée qui s'exprime, des choses comme ça, c'est-à-dire c'est un des plans qui supporte, ce sont des types de plans qui supportent l'expression de la pensée du dialogue. Ensuite, il y a des choses qu'on capte, toujours sur la libération de la parole, je reviens. Il n'y a pas que lui qui libère la parole. Il y a son frère. Il s'appelle Philippe. Philippe, c'est deux noms. C'est son frère. Et puis son assistant, que vous avez beaucoup vu déjà. Non, le frère. Non. Nous sommes à la recherche du mythe de ça, le rite du couteau. Ce que vous avez vu précédemment, c'est un dessin que j'ai fait qui retrace ce qu'un, pas celui-là, mais un autre, a fait dans le sable devant des femmes. Il était près de la croix, il faisait des trucs avec son couteau, il faisait dans le sol des trucs comme ça qui allaient vers chaque personne. Et ça. Et qu'est-ce qu'il fabrique là? Et puis, il y a la fameuse scène, à un moment donné, la voix de Rouge, où on voit ce rite du couteau. On s'en est servi pour faire un lien avec le moment où Rouge dit que le maître de toutes les choses a fait tourner son poignard et lui a filé un coup de couteau avec une goutte de sang. Et on demande, mais qu'est-ce qu'il fabrique là? Et un jour, le frère du chaman, pas le chaman, pas dit, cortan las pesadillas, il détache du corps les rêves lourds du cauchemar. Il faut que quelqu'un vous le dise, on l'a cherché, un jour quelqu'un vous dit ça. C'est comme l'évidence. On passe chez le psy.
Autre chose j'ai pas l'image là-dessus, qui s'est libéré, vous l'avez entendu hier, à la fin du premier film de la Fédération du temps, c'est l'assistant, l'autre Philippe. Lui, il est filmable, parce que lui a filmé dans les lieux Sigouris, parce que c'est lui qui fait toute la mise en scène, le feu, tout, les chamans. Sauf qu'il ne parle pas. Ou s'il parle Tarahumara. Il y a une phrase délicieuse où il explique, vous l'avez entendu hier, qu'est-ce que c'est que les chacals. Il raconte une fête de Pâques, quand ils se rassemblent, il dit on mange des chacals. Raymond lui demande qu'est-ce que c'est les chacals, et pour l'expliquer, il lui donne le nom en Tarahumara. Il fait bien, ça tu comprends. Bon, après, il explique un peu que c'est des feuilles de maïs, des élotes, qu'il n'y a pas de viande là, mais de la farine de maïs. Bon, lui, donc, il est. Et un jour, enfin, il se met, je ne sais pas de chacal, il se met dans une logorée à nous expliquer ce qu'on cherche depuis 82, sur lequel on a fait un joli faux sens dans Los Pintos. Qu'est-ce que c'est que le mythe de Judas? Le mythe de Judas, nous, on l'a vaillamment pensé en 82, occidentaux, bien comme il faut, que Judas, avec son sexe, etc., qu'on est traité, on a vu le cours, ce devait être, puisqu'il est habillé en métis, que ce devait être la figure du métis qui vient violer les femmes Tarahumara et les fillettes, et qu'il mérite bien ce qu'il a, puisqu'on est triple. On était là, de la pensée. De la pensée, de ce qu'on avait compris, cru comprendre. Non, pas bien. On traduit, Erasme nous dit, c'est le papa de los Tarahumaras, et nous, on traduit, on ne peut pas corriger, c'est le pape Tarahumara. Et en ce sens, le faux sens, il n'est pas tout à fait faux sens, c'est un peu plus pénétrant. C'est que c'est pas le pape, c'est Tatadios, c'est le frère de Dieu, le démon, qui était initialement frère de Dieu, je ne sais plus comment s'appelle la langue là. Il était frère de Dieu, il a désobéi, donc il a été damné. Mais, avant de l'être, il a complété la création d'Adam et Ève, que Dieu ne devait pas être tout à fait dans ses pensées. Il a oublié de doter Adam et Ève des organes de reproduction. Et donc, les Tarahumara ont rétabli la chose, donc ça a été bien fait, rétabli, et donc ce qu'ils exhibent fièrement, c'est leur père, le père de la race Tarahumara. Et c'est pour ça qu'ils l'amènent dans. On le voit, on lui fait dire, on va aller voir dedans dans une salle, et les adolescents vont toucher le sexe de Judas. J'ai des photos, Jean Calbon photos, j'ai les photos de 85, on a pris permission, et sur le parvis de l'église, il y a Judas, et les femmes, les enfants les adolescents, sont invités à aller simuler une masturbation de Judas pour rire de tout le monde, ça fait rigoler. Voilà. Après quoi, pour que tout rentre dans l'ordre, et que les curés soient contents, bien sûr, on tue Judas, ce qu'il nous dit, la façon dont ils ont tué Judas, ils l'ont fait dans le ruisseau, ils l'ont étripé, ils sont quand même arrivés après à le faire brûler. Une espèce de bonheur. Pour ça, c'est le mythe qui nous est donné par-dessus. C'est la chance de la parole libérée. Voilà. Qu'est-ce qu'on filme? On passe maintenant à qu'est-ce qu'on filme dans les nuits Tarahumara. Ça commence le soir, ça c'est un cercle, c'est le cercle de Santiago. Donc, j'ai dessiné, monsieur Régis Raymond, le cercle et la disposition. Il y a même le lieu de pisse des femmes, le lieu de pisse des hommes. Pourquoi? Parce que
pendant la nuit, ça dure une nuit, ils boivent du tesouine. Et ils en boivent tellement que de temps en temps, il faut aller faire pipi. Et il y a un rite, c'est que pour sortir, il faut faire le tour des croix qui sont là, en faisant le geste dansé du Totoguri. Et puis, il ne faut pas se mélanger. Il y a un lieu de sortie des femmes qui s'éloigne un peu, un lieu de sortie des hommes qui s'éloigne un peu à mesure que la nuit progresse, ils s'éloignent moins. Et quand ils reviennent, puisqu'on ne peut pas sortir du cercle, théoriquement, parce qu'il est sacré, quand ils reviennent, il y a une femme refait son Totoguri pour la croix et redit bonjour aux gens, s'excuse d'être sorti et dit je reviens. Alors qu'est-ce qu'on filme là-dedans? Filmer, on n'a jamais voulu ajouter de la lumière. On n'y pense pas parce que ajouter de la lumière là-dessus, c'est sacrilège. Des gens l'ont fait. C'est impossible pour nous, l'idée même. Sauf que il y a la contradiction, comment on filme s'il n'y a pas de lumière. Le premier Siguri, par exemple, qu'on a filmé, la routine, on est revenu avec du son magnifique et à peu près aucune image de la nuit. C'est une bobine noire. Après, on a pris de la pellicule plus sensible, chez Kodak, vous pouvez faire du doublix, du triplix, tout ce qui compte. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir filmer la nuit? On va pouvoir filmer le feu. Lui, il est auto-éclairé. Et ce qui se passe près du feu, en particulier quelques scènes de mouture du peyote. Et parfois, pour que la personne qui moue le peyote puisse voir ce qu'elle fait elle-même, ils ajoutent la lumbre, c'est-à-dire un morceau de bois résineux qui sert d'éclairage pendant quelques minutes. Bon, pour moi, quelques minutes de tournage. Des choses vont se passer à l'aube. Dès qu'il fait un peu jour, la lumière est bleue, je peux filmer. Hein? Bon. Et là, c'est la chance ou pas la chance. Ça dépend. Si les rites se sont passés de nuit, ben, je vous fais. Si les rites se passent à l'aube, j'ai la chance de pouvoir tourner. Et ça ne peut pas demander aux gens. Voilà un rite d'aube à Santiago. Et Raymond y est filmé, pourquoi? Parce que, on comprend pourquoi, on lui donne la cucharita et on frappe sur sa tête. Quand je lui parle, je dis là, tu as été anobli. Ça veut dire, et précédemment, pourquoi on lui donne la cucharita? Pourquoi on frappe sur sa tête? Parce qu'elle a bien dansé. Elle a bien dansé la danse de la race. Et donc, voilà. Voilà la Noce dei Vecchi Amici, même disposition, beaucoup plus de gens. Et toujours la même disposition. Là, c'est toujours, les nuits de Siguri, c'est toujours extrême. Artaud l'a remarqué pour la seule qui l'a vécu. On peut attraper la crève. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte du Siguri. Et donc, il y a la maison, je passe la fête avec des centaines de personnes qui boivent du desouin, qui ne croient pas au Kikuli, ils n'ont rien à faire, ils ont intérêt, ce qu'ils intéressent, c'est de boire avec la fête. Et puis, il y a le cercle du Siguri qui est toujours à l'écart de la maison, et qui est à l'écart de la maison ce jour-là, c'est dans le fond de la vallée, il fait un vent terrible, et on crève, le matin il va neiger. Voilà. Et donc, voilà, ce jour-là, Raymond boit le Siguri. S'il y a des gens qui s'interrogent sur la tendance de la drogue de Raymond, elle a bu 2 fois du Siguri. Je dis ça parce que j'ai découvert l'idée que... Voilà. Voilà le quatrième Siguri. Et celui-là, il va avoir lieu dans un lieu mythique, à Corérach. Si vous remarquez que tous les noms de lieux
chez les Taromas, ça s'appelle pas chi, ça veut dire lieu. Les noms de lieux sont fabriqués par qu'est-ce que le lieu, et puis c'est un lieu. Korehachi, on y va, c'est quelque chose que si les carnets paraissent, vous aurez le plaisir de lire. Ça va donner lieu à un trésor d'écriture de Raymonde, qui est la dernière nouvelle qu'elle écrit. Fantastique. Ça commence comme ça, on nous y amène à cheval, puis les chevaux en distance, comme ça, là, il y a tout le monde là, les chevaux. Puis on finit par y arriver. Or, qu'est-ce que c'est que Korehachi? C'est un lieu qui est près de Norugachi, où nous étions allés 10 ans. On nous dit que et on y va, une journée de marche. Et puis là, il y a des adeptes d'une famille, une famille, des adeptes du Siguri, qui ont demandé, ils font la fête, c'est probablement la dernière qu'ils font. C'est-à-dire, ils vont tout claquer pour faire un rite du Siguri. Voilà. Donc, ça, ce sont. Vous remarquez que chaque fois qu'on veut tourner là, il faut marcher, il faut aller au lieu où c'est. Ça, c'est le dernier Siguri, c'est la Despedida. On en a enfin une. Ça se joue, on ne sait pas trop à l'avance. Et là, c'est le frère du chaman qui descend les poupées qui représentent les morts. Les voilà, pour mieux. Et puis les voilà au bord du cercle du Siguri. Là, on peut filmer quelque chose. C'est-à-dire que dans la structure du cercle que vous avez vu tout à l'heure, on place les poupées et on va faire sur elles tous les gestes que l'on fait sur les gens. C'est-à-dire des rites d'encens, des rites de lavage. Vous en avez vu hier, vous en avez vu ceux qui ont suivi les films. Vous avez vu dans Siguri 96 le lavage d'un père et de son fils, puis d'une femme, torse nu. Vous avez peut-être vu hier dans Siguri 99 le rite nouveau à l'aube de lavage de femmes, et puis le rite de lavage d'Hilario, il faut y croire, comme dit un Coteau, parce qu'il est malade. Ça veut dire que s'il ne crève pas au matin de ce qu'il a subi dans la nuit et le lavage du matin, c'est quelque chose qui se passe, il est en bonne santé. Voilà. Voilà des choses que je peux filmer au matin, les miroirs. Vous avez entendu le mythe des miroirs, c'est le mythe des Chisé, le jeteur du sort. Alors on va demander pourquoi le chaman règle si bien les deux miroirs comme s'il réglait des rétroviseurs d'une voiture. Il regarde le chaman pour que les miroirs soient en théorie vus par le chaman. Et puis on lui demande bien ce que c'est, et puis il répond à la question, mais c'est pour voir si le travail est bon, c'est pour voir si quelqu'un n'attache pas quelqu'un, ne ligote pas, on peut dire ici psychologiquement, ne l'enchaîne pas, et si le miroir est clair au matin, tout allait bien. J'ai filmé 2 fois, vous le verrez dans la figure du temps, j'ai filmé 2 fois la scène du matin où l'assistant prend le miroir, il le présente aux femmes d'ailleurs, pas aux hommes. Il le présente aux hommes, elles rigolent bien, il leur montre que le miroir est clair, comme elles s'y voient, et que le miroir d'ailleurs est un peu fendu, ça les fait rire, mais c'est le, je pense que vous appelez ça le mythe du miroir, et ils sont indispensables au rite du Siguri. Pour finir, j'aimerais que vous je ne vais pas dépasser si j'ai dépassé. Vous avez passé dans mon travail. Ah non. Alors, il y a 2 minutes 20. Vous avez mis le télé? Oui, c'est ça. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est une décision de tournage au matin de Reykjavik. À Reykjavik, il y a beaucoup de gens, disons, combien ils ont
c'est la dernière qu'ils font, ils ont mis beaucoup de membres. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a, au lieu d'avoir 4 ou 5 hommes, 4 ou 5 femmes, il doit y avoir 15 hommes, 15 femmes. Et donc, le matin, les rites ont lieu, et il se passe quelque chose, que les rites, au lieu de laver le malade ou la malade, il lave beaucoup de gens. Et je prends la décision, je ne vais pas filmer les gens, pour les filmer tous, je choisis de serrer le cadre, près de là où ça se passe, et ce qui me plaît là-dedans, je me fais un compliment, c'est de voir se compose un corps multiple, c'est-à-dire on voit une jambe de l'un, un bras de l'autre, on finit par voir une tête, c'est la dernière, la vieille, parce qu'on n'ose pas la laver, on n'ose pas ça, on lui lave les cheveux, parce que c'est pas respect, parce que il faut qu'on continue à vivre. Oui. Enseignante ici même, elle est spécialiste notamment des gitans et elle a publié de nombreux articles et co-dirigé un livre avec Arndt Schneider, donc à paraître très bientôt sur un sujet évidemment crucial pour l'appréhension de l'œuvre de Raymond de Régis, donc cinéma expérimental et anthropologie. À toi, Catherine. Je voudrais vous remercier. Surtout, je voudrais vous remercier pour m'avoir fait vraiment connaître ce cinéma extraordinaire. Et donc, j'ai eu la chance d'inviter Régis il y a 2 ans à mon cours à l'école des hautes études. Et c'était un cours que je faisais autour de la marche. Donc, ça tombait bien. Mais donc, je pose
des problématiques et des questionnements à un anthropologue qui sont vraiment cruciaux. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Type des plans caractérisent le cinéma de Carrasco. Il y a les plans fixes ou légèrement mobiles, des lieux où c'est des portraits, c'est des plans des lieux, mais aussi des lieux, des plans, des portraits des Tarahumara. Et ces plans me frappent par leur archaïsme. Et puis, il y a les plans en mouvement qui montrent la marche et la danse. Je vais parler d'abord des plans peu mobiles ou fixes. Ces lieux archaïques, ces éléments naturels, ces portraits. Dans les plans fixes, une esthétique de l'essentiel pousse Raymond de Carrasco et Régis Ebreu à s'attacher aux détails précis d'un territoire. Chez les Tarahumara du Mexique, où ils se rendent régulièrement, la matière même de la sierra, brute, terreuse ou délavée, tient un rôle de premier plan. Les lieux deviennent un sujet à part entière. Il est comme un unique peau qui respire, qui est vivante et qui, en se fissurant, a vieilli avec le temps. D'une manière générale, les images de Raymond de Carrasco et de Régis Ebreu témoignent d'une atmosphère transfigurante. Ils transforment en matière filmique abstraite aussi bien les peintures archaïques de Pompéi que la roche du désert, la pierre, la terre rouge ou les parois d'une grotte. Par exemple, lorsqu'il filme de nuit les ruines de Pompéi, dans Gradiva, ce n'est pas à proprement parler les peintures qui l'inspirent, mais leur matière. D'abord immobile, la caméra amplifie les détails de la paroi usée, puis se déplace lentement, comme pour mieux s'y frotter. Dans les films tournés au Mexique, par exemple Tarahumara 78, un plan fixe magnifie une roche monumentale dont la veine dessine des cercles horizontaux et les lignes verticales rouge-orangé. Dans Tarahumara 79, il s'attache à décrire la matière dense d'une roche comme s'il s'agissait d'une peinture abstraite. Il en révèle attentivement les dégradés roses, blancs et gris dans Los Pascoleros. Après avoir filmé une terre assolée et désertique, il s'attarde sur une simple roche disposée aux abords d'une rivière. Pour exprimer leur fascination des formes naturelles et archaïques, Carrasco choisit de suivre les traces d'Antonin Artaud, leur génial prédécesseur venu dans la même région du Mexique et auprès de la même population pour chercher l'illumination. À propos du rituel de Tuguri de Tarahumara, ces derniers parlent d'un rite de la nuit noire et de la mort éternelle. À propos de leur territoire, il évoque une terre qui s'épeint et se décrit sous l'action d'une terrible danse à qui on n'a pas encore fait donner épidermiquement tous ses fruits. Exalté par la rudesse et la naturalité de la région et de cette population, Carrasco dépeint la géographie de la sierra mexicaine comme une écriture faite des signes, ou, pour reprendre son expression, comme un espace géométrique vivant, peuplé des visages pathétiques. Cette vision rejoint celle d'Artaud, qui avait déjà décrit la région comme un paysage grandiose, développant sur la pierre une philosophie parallèle à celle des hommes. Il parle d'ailleurs d'une nature qui a voulu penser à l'homme. Dans ces paysages roustres où il entrevoyait des formes humaines, l'homme du théâtre visionnaire avait aussi été frappé par les Tarahumara, leur impassibilité et leur solennité.
Ils voyaient dans leur visage un reflet de la rudesse du paysage. Carrasco reprend à son compte ces rapports très particuliers entre une nature aux formes humaines et les visages des Tarahumara. Alors que dans Los Pintos et dans Tarahumara 82, il filme les danseurs en mouvement, il filme aussi des individus en plan fixe. Ces derniers observant la scène rituelle comme autant de statues. Leurs traits marqués et leurs rides renvoient à leur territoire, fait des terres asséchées et des vallées escarpées. Comme s'il s'agissait d'une peinture, les faces des Tarahumara renvoient de façon saisissante aux images de rochers. Visages éprouvés et paysages rustres semblent se répondre, comme dans un jeu de miroir. L'entrelacement des images invite à une méditation sur la profonde osmose qui lie l'homme à la nature. Plusieurs textes d'Artaud renvoient également à cette identification entre la terre et les hommes. Artaud parle d'un trou au fond duquel le mâle et la femelle de la nature, représentés par les racines hermaphrodites du cueilleur, dorment dans la matière, c'est-à-dire dans les concrets. Dans ces paysages visionnaires, Artaud évoque l'origine mythique des hommes et des femmes Tarahumara en termes d'une union originaire de la nature et des principes féminins et masculins. Je les répète, qu'on dise que ces formes sont naturelles, soit, dit Artaud, mais c'est leur répétition qui n'est pas naturelle. Et ce qui est encore moins naturel, c'est que les formes de leur pays, les Tarahumara, les répètent dans leur rite et dans leur danse. Or, dans cette sierra habitée, il souffle une pensée métaphysique dans ces rochers. Les Tarahumara l'ont semé des signes parfaitement conscients, intelligents et concertés. Dans plusieurs de ces films, Carrasco et Poe semblent chercher à mettre en scène les mythes d'une fusion entre la nature et les hommes. Dans une de ses premières réalisations, intitulée Gradiva, et inspirée d'un roman de Jensen publié en 1903, elle met en scène une femme qui marche dans les ruines de Pompéi. L'histoire est celle de l'archéologue, je ne sais pas si on a déjà, peut-être le public connaît, mais c'est cette scène de l'archéologue Anole qui tombe d'adoration devant un bas-relief d'une jeune fille au Musée national d'archéologie de Naples. Et qui décide de se rendre à Pompéi où il rencontrerait une femme. Dans la première scène du film, j'aurais aimé montrer peut-être... non. Est-ce que tu as un extrait? Oui, peu à peu, d'enfants uniformes et blanchâtres, une surexposition. Puis une mise au point progressive de l'objectif en révèle les excroissances, les pores, les fissures. La roche devient vivante. On imagine qu'elle contient peut-être dans ses viscères des trésors tels du gaz naturel, du pétrole ou de l'eau. Puis cette vision s'estompe, laissant apparaître les blancs opaques du fond. Puis les détails de la roche réapparaissent par les biais d'une nouvelle mise au point de l'objectif. De la source romanesque, Carrasco ne retienne qu'une suite de variations sur la marche. Le ton du film est onirique. Il filme une marche, une femme marchant de nuit dans les ruines de Pompéi, mais la silhouette féminine semble ne pas avancer et refaire les mêmes gestes comme si le film était la description d'un cérémoniel. Les images et les sons sont comme démultipliés, fracturés,
décomposé, dilaté. Le même mouvement est répété avec des variations de points de vue. La caméra reprend la même action à partir des distances et des positions différentes, avec des variations de lumière, des prises de vue, alternant entre les traits lumineux et les traits sombres, ayant été réalisés à différentes heures de la journée. Les ralentis interviennent également pour produire un effet de suspension, d'anticipation et d'attente qui fait perdre au spectateur ses repères temporels. L'impression dominante est de fusionner avec un hors-espace et un hors-temps. La répétition obsessionnelle du mouvement de marche produit une impression de condensation de l'espace-temps. Le réel apparaît transfiguré, la conscience du spectateur aiguisée. La femme qui marche donne la sensation de se dédoubler, de vivre simultanément plusieurs spatialités et plusieurs temporalités. La marche, peut-être on pourra les tourner après si vous voulez. Je suis là. Oui.